Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Merci à vous aussi d'être là, d'avoir accepté l'invitation pour cette discussion. C'est une soirée très spéciale pour moi. C'est notre tout premier événement en Suisse romande. On est basé en Suisse alémanique plutôt, bien qu'on ait des projets nationaux. C'est un peu le classique. Ça se fait d'abord en Suisse allemande et après ça essaye d'aller en Suisse romande aussi. La Suisse tessinoise un jour, je l'espère. Mais voilà, donc c'est notre premier événement en Suisse romande et je suis vraiment très heureuse de voir cet événement voir le jour. Surtout qu'il s'annonce très très intéressant avec nos 3 intervenantes. Je vais présenter un peu Sentience, donc l'organisation. Je vais donner le contexte de cet événement parce qu'il s'inscrit aussi dans une campagne, comme vous l'avez peut-être vu. Et je me suis dit que c'était important de donner un peu un contexte pour qu'on parte un peu sur les mêmes bases, toutes et tous ensemble, pour après pouvoir discuter. Donc l'idée, c'est d'avoir 3/4 d'heure de table ronde, de discussion, et après d'ouvrir au public pour laisser place à vos questions, à vos réflexions. Et ensuite, il y aura un apéro pour les personnes qui souhaiteraient rester encore un peu plus longtemps et poursuivre la discussion. Donc, on m'a dit de vous dire de bien penser à éteindre vos téléphones, ou en tout cas le son, pour que ce soit... donc, on va filmer l'événement. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Donc Sentience est une organisation qui a pour mission de porter les intérêts des animaux non humains au cœur de la société. Le non humain est très important pour nous, c'est pour nous placer, c'est pour montrer que nous aussi sommes des animaux en tant qu'humains, qu'on partage cette qualité avec d'autres animaux, et ça, pour nous, c'est important de remettre en question du coup cette hiérarchisation qui est faite en fait, que l'on fait dans notre société entre certains animaux que d'autres, entre animaux non humains et animaux humains, mais aussi entre animaux non humains, entre différentes espèces. C'est aussi quelque chose qu'on pourra thématiser ce soir ensemble. Donc notre vision idéale vers laquelle on tend, c'est une société sans souffrance animale, et pour y arriver, en espérant y arriver, on passe par des campagnes de sensibilisation, comme c'est le cas de la campagne des animaux invisibles, mais aussi par des outils de démocratie directe, donc des initiatives communales, cantonales, voire fédérales, pour certains projets. Au niveau communal, on a par exemple lancé une initiative sur l'alimentation végétale. Au niveau cantonal, on a pu lancer l'initiative pour les primates, qui voulait des droits fondamentaux pour les primates, qui a été votée en février 2022 dans le canton de Bâle-Ville. Et au niveau national, on a lancé l'initiative contre l'élevage intensif, dont vous avez sûrement entendu parler aussi, qui a aussi été votée en 2022. Donc cette capacité à souffrir et à éprouver du plaisir est centrale pour nous. C'est d'où le nom aussi Sentience, qui désigne en fait cette capacité-là. Pour nous, c'est un critère en fait d'inclusion morale ou de considération morale pour tout être vivant, indépendamment de l'espèce. Donc la campagne des animaux invisibles, en fait invisibles dans le sens où il s'agit d'animaux à qui on nie la sentience, par exemple les poissons et les abeilles, ou alors d'animaux qui sont invisibles malgré le fait qu'ils habitent parmi nous, qu'ils habitent dans les mêmes villes que nous, comme les pigeons et les rats. C'est aussi des animaux qui sont considérés comme des nuisibles et qui souffrent en fait de cette catégorisation dont on fait. Et donc notre revendication pour cette campagne-là, c'est de manière... Il y a des revendications un peu plus précises, mais de manière générale, c'est en fait d'inclure ces animaux-là dans la planification et dans la gestion de la société. Donc de ne pas penser qu'à nous les humains, mais aussi aux autres êtres vivants qui vivent avec nous en ville ou en dehors des villes. Et cette pétition, on est à 35 000 signatures presque. On aimerait attendre les 40 000 pour après pouvoir les amener au Parlement à l'aide de parlementaires alliés. Nous l'espérons. Ça sera la phase d'après. Pour l'instant, on est dans la phase de récolte. Mais donc, c'est important, c'est à la fois de sensibiliser les personnes et à la fois de pouvoir amener quelque chose de concret en politique pour améliorer la condition de ces animaux-là. Et donc, comme vous l'avez vu, on se concentre sur 4 groupes d'animaux. Il y a les pigeons, les rats, les abeilles et les poissons. Et il me semblait important, ça serait un peu... Enfin, je ne vais pas aller très dans le détail, mais ça me semblait important quand même de rappeler un peu les problématiques pour chaque animal et quelles solutions finalement existeraient et quelles revendications en fait on amène. Et pour les pigeons, il y a entre
200 000 et 300 000 pigeons qui vivent dans nos villes en Suisse. Et le problème, c'est qu'il y a un problème de surpopulation. Leur déjection abîme nos façades et ils sont vecteurs de maladies. C'est en tout cas la croyance qu'on a par rapport à ces animaux-là, qu'il s'agit aussi de questionner, parce que c'est des croyances qui sont un peu dépassées. Mais du coup, dû à leur surpopulation, il y a énormément de concurrence entre eux pour l'accès à la nourriture, pour l'accès pour se nicher. En fait, il y a de moins en moins de maisons qui sont adaptées pour se nicher. C'est des animaux qui nichent dans des rochers, en fait, de base. Et du coup, la manière de gérer cette surpopulation, c'est le piégeage ou l'abattage. C'est des manières très, très cruelles et qui génèrent en fait énormément de stress et de souffrance. Et donc pour nous, une solution qu'on aimerait voir être réalisée, c'est d'installer des pigeonniers qui soient gérés de manière professionnelle pour qu'ils aient accès à une nourriture qui soit adéquate pour ces animaux-là et d'avoir finalement des endroits tranquilles. Et il est prouvé que d'installer des pigeonniers qui sont gérés de façon adéquate, ça réduit en fait les populations de pigeons. Donc au final, c'est mieux pour les pigeons et c'est aussi mieux pour nous et pour nos façades. Pour les rats, le grand problème qu'on voit, c'est les rodenticides, donc c'est les poisons avec lesquels on extermine ces animaux. On parle de 500 000 à 1,5 million de rats qui sont touchés en Suisse chaque année par les rodenticides. Et là aussi, les croyances, c'est que c'est des nuisibles, c'est des vecteurs de maladies, c'est lié à de la saleté dans nos imaginaires collectifs, bien que ce ne soit absolument pas le cas, que ce soit des êtres qui sont justement sentients, qui ont de l'empathie, qui ont des structures sociales très intéressantes. Et en fait, le problème avec ces rodenticides, pour vous donner un peu une image, c'est souvent ce qui est utilisé, c'est des anticoagulants, où en fait, ces rats meurent en fait sur 4-5 jours, enfin souffrent pendant 4-5 jours avant de mourir. Donc c'est des manières en fait de gérer la situation qui sont juste qui génèrent énormément de souffrance. Et du coup alors qu'en fait il y aurait des manières beaucoup plus éthiques, beaucoup plus humaines entre guillemets, de gérer ça, par exemple par de la contraception ou juste par de la prévention, par une meilleure gestion des déchets. Pour les abeilles, donc le troisième groupe d'animaux, là le grand problème c'est les pesticides. Et en fait, souvent, ce qu'on veut aussi visibiliser par cette campagne, c'est que les abeilles ne sont pas du tout invisibles. Ce n'est pas du tout pour dire ça, c'est un symbole emblématique de la biodiversité. Donc l'abeille reçoit beaucoup de visibilité, mais c'est souvent pas pour elle-même. C'est souvent pour une cause, par exemple la biodiversité. Et donc c'est important pour nous de replacer aussi l'individu et l'animal au centre de la discussion. Et les problèmes avec les pesticides, donc on a surtout les néonicotinoïdes qui sont vraiment les plus violents par rapport à la souffrance des abeilles, qui créent en fait de la désorientation, qui leur affaiblissent le système immunitaire, ça les entrave dans leur reproduction, dans leur capacité de se reproduire, et bien sûr la perte de leur habitat qui les touche indirectement. Et là, la solution, c'est bannir les pesticides, qui est une demande... comment dire, il faudra du temps, mais c'est juste nécessaire par rapport à la souffrance des abeilles, et de préserver aussi les bandes fleuries. Là aussi, on a vu avec les dernières votations qu'il y a du chemin. Le dernier groupe de nos animaux, c'est les poissons. Et là aussi, déjà leur souffrance est souvent niée, ou très méconnue qu'en fait, c'est des êtres qui sont aussi capables de ressentir de la souffrance ou du plaisir. Et souvent, on oublie aussi l'individu là-dedans. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, les chiffres, quand on regarde combien d'individus sont touchés, c'est des chiffres qui sont donnés en tonnes, donc en masse. On n'a en fait aucune idée de combien combien de poissons sont consommés chaque année, on n'a aucune idée. Et du coup, il y a une estimation, on parle de 5 millions de poissons par année qui sont consommés en Suisse. Mais voilà, c'est une estimation parce qu'il n'y a pas en fait ces chiffres qui sont là. Et le problème surtout qu'on aimerait thématiser avec cette campagne, c'est le problème des aquacultures qui sont... en fait, c'est impossible de recréer des conditions que ces animaux, que les poissons auraient dans le milieu sauvage. Du coup, c'est des énormes bassins avec énormément d'individus, avec très peu de capacité de bouger et de se déplacer. Donc c'est le contraire de ce qu'un poisson vit ou devrait vivre pour être bien. Et on parle surtout des saumons qui souffrent
énormément de ça. On sait que les saumons parcourent en fait des kilomètres et des milliers de kilomètres durant leur vie. C'est des animaux plutôt solitaires. Alors vous pouvez bien vous imaginer que de les enfermer dans des bassins avec des centaines de milliers d'autres individus, c'est juste pas possible d'avoir du bien-être animal là-dedans. Donc pour nous, il est très clair qu'il faut interdire les élevages de saumon. Et le problème aussi, c'est qu'il y a très peu de cadres légaux en Suisse par rapport à ces aquacultures. N'importe qui peut plus ou moins créer une aquaculture et il y a très peu de contrôle et très peu de réglementation justement. Donc un premier pas, ce serait déjà d'établir un cadre légal pour garantir le bien-être de ces animaux. Bien. Après, ces faits dépressifs, mais qui me semblaient quand même importants pour avoir justement une base pour cette discussion, j'aimerais passer gentiment à la discussion. Et donc, je vais vous présenter en 2-3 mots. N'hésitez pas à compléter si vous avez envie de compléter avec certaines informations. Et après, je vais vous poser des questions. Donc, je vais commencer par vous, Amandine. Vous êtes Amandine Sanvisance, vous êtes cofondatrice de PASS, Projet Animaux Zoopolis, qui n'est plus Paris Animaux Zoopolis, qui est une association très importante en France, qui œuvre depuis 2017 et qui se focalise sur les animaux liminaires notamment. Ensuite, nous avons Claudia Dubuis, qui est à côté de moi. Vous êtes docteur en anthropologie à l'université de Neuchâtel et vous vous intéressez à la place de l'animal dans notre société, mais aussi sur les associations qui défendent la cause animale. Et finalement, nous avons Delphine Klopfenstein, qui est députée du canton de Genève au Conseil national, qui est membre des Verts Vertes et qui est coprésidente de l'intergroupe parlementaire des abeilles, duquel on pourra très volontiers parler aussi. Donc on a 3 points de vue qui sont peut-être un point de vue plutôt activiste, un point de vue plutôt académique et un point de vue plutôt politique. C'est pas pour vous enfermer dans des cases, c'est pour montrer aussi que je pense que la discussion pourrait être très enrichissante d'avoir justement ces différents angles. Et vous êtes toutes des citoyennes aussi, ce qui est à ne pas négliger. Donc ma première question à vous poser, c'est est-ce qu'il y a un animal parmi nos 4 groupes d'animaux invisibles qui vous touche particulièrement et lequel et pourquoi? Je vous laisse commencer, la première qui a envie. Oui, bonsoir. Alors, j'ai plutôt un regard, un rôle, si j'ai bien compris, analytique, un peu à distance. En fait, j'analyserai votre groupe, si vous voulez, dans mes cours. Je donne un cours qui s'appelle Anthropologie politique de la nature, ONG, réseau, mouvements socio-environnementaux. C'est un peu ronflant. Et il y a toujours 2 heures sur la cause animale. Donc, pour moi, c'est les militants qui m'intéressent, c'est vous qui m'intéressez. Un peu aussi la cause animale, mais en deuxième temps. Mais ces dernières années, je peux donner en parallèle un cours qui s'appelle, je me souviens même pas du titre de mon cours, les relations animaux-humains, animaux non-humains sous le regard de l'anthropologie. Alors là, on sort du cadre militant et on regarde comment les anthropologues, aussi un peu les sociologues, ont travaillé cette question animale, comment ils l'abordent. Donc là, je sors un peu du cadre militant. Alors, je vais quand même répondre à votre question, qui est assez personnelle. Je ne peux pas toujours répondre en tant qu'anthropologue ou sociologue. Je dirais les poissons, parce que ce qui me frappe quand même, et j'en ai parlé au cours il y a 2 jours, c'est quand même, effectivement, la cause animale est une vieille cause qui a émergé déjà au moins dès le 19e siècle, de manière formalisée dans des organisations, des mouvements, etc. Mais j'ai l'impression que la thématique des poissons est apparue extrêmement tardivement. Alors, les grands mammifères charismatiques, protection des baleines, etc., est apparu assez vite, enfin dans les années 70, avec Greenpeace notamment, mais pas seulement. Sea Shepherd, on voit maintenant le capitaine Watson emprisonné au Groenland, mais pas du tout les poissons d'élevage. C'est une thématique qui est apparue beaucoup plus tardivement. Et on n'a pas grand-chose sur ces questions. Donc, je suis étonnée par le silence qui entoure la thématique de la pisciculture. Bon, j'ai aussi vécu au Canada. Donc, la question des saumons d'élevage me touche quand même. En tant que consommatrice, je ne suis pas végane, je vous regarde d'un air inquiet, je ne suis pas végane ni végétarienne. En tant que consommatrice de poissons, parfois. Mais j'ai absolument complètement limité ma consommation de poissons pour des raisons de surpêche et pour des raisons sanitaires, vraiment. Donc je pense à un véritable problème mondial auquel on doit faire face. Voilà.
Non, je sais pas, ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Je trouve que ça donne un bon cadre, c'est très complet, je trouve. Et puis, c'est vrai que d'avoir rappelé, au fond, le rôle de ces 4 animaux. Chacun porte, en fait, en soi un symbole. Et les 4, au fond, ont un rôle à jouer. Donc, c'est dur d'avoir vraiment une préférence parce que je pense que c'est pas pour rien que vous avez choisi, d'ailleurs, ces 4 animaux qui représentent aussi des groupes d'animaux aussi différents. Et ce relais-là, je pense qu'il est essentiel entre aussi les animaux urbains, des animaux les nuisibles, entre les animaux qui représentent la nature, en effet, avec une certaine symbolique, et puis le poisson qui représente plus aussi la question aussi en lien avec l'alimentation. Donc je pense qu'on touche tout, en fait, avec ces 4 animaux. C'est un bon choix, bravo de l'avoir fait. Après, sur le choix spécifique ou personnel, c'est plus l'abeille qui me touche directement, mais aussi parce que politiquement, j'ai travaillé sur cette question et je trouve que l'abeille a... Et c'est vrai de dire, au fond, que l'abeille, on l'utilise souvent pour son rôle, mais pas pour l'abeille en tant que telle, mais son rôle en tant que un peu ambassadrice de la nature, de la biodiversité. Mais c'est aussi un peu comme ça que je l'ai utilisé, et c'est une bonne idée maintenant de pouvoir discuter de ça de cette manière-là aussi, parce que je l'ai un peu utilisé, l'abeille, pour essayer de faire des ponts entre l'agriculture et la nature. Parce qu'on est souvent dans des cas, puis on l'a vu dans les dernières initiatives, la biodiversité et puis l'initiative sur l'élevage intensif, l'immense difficulté qu'on a à discuter avec le monde agricole, ou en tout cas les tensions qui persistent, initiative après initiative. Et j'ai estimé à un moment donné que l'abeille, où nous avons estimé que l'abeille pouvait jouer un rôle central pour faire ce pont, ce trait d'union entre la nature et l'agriculture. Et je pense que c'est important de pouvoir l'utiliser, mais il faut se rappeler évidemment qu'avant tout, c'est un animal à part entière, et que de chercher à protéger son bien-être, qui passe évidemment par un habitat déjà, et je pense que le fait d'un habitat aujourd'hui qui est en perte de vitesse, enfin les maisons pour ces animaux-là, avec la perte de la biodiversité, disparaissent, et ça c'est quelque chose déjà qui est une atteinte directe, une agression directe aux abeilles. Et puis évidemment les pesticides, les néonicotinoïdes. C'était d'ailleurs le premier texte politique que j'ai déposé sur les néonicotinoïdes. J'étais élue dans le canton de Genève il y a 10 ans. Et ça a été mon premier texte. Et j'ai d'abord cherché à pouvoir dire néonicotinoïde, parce que c'est un mot hyper dur à prononcer. Et maintenant, je sais le dire. Mais c'était vraiment, je trouve, une thématique hyper importante, en fait. Et c'est vrai que c'est des pesticides qu'on peut utiliser à tout va. Et la souffrance, et vous l'avez bien décrit, en fait, la manière dont ça déstabilise, en fait, ça crée une mort, mais en fait, ça casse le propre système, en fait, d'orientation. Et ça, c'est extrêmement hyper sadique, en fait. Et je trouve que l'impact sur l'animal est d'une violence avec un tel produit qu'on doit réussir à le thématiser. Et comment le faire autrement que de revenir au fond à l'animal, en fait. Et ça, je pense que c'est, à travers cette campagne, je pense que ça sera l'occasion de le faire, pour parler après plus largement des pesticides, parce que c'est un vrai sujet. Et puis, en effet, vous l'avez dit, on est encore loin d'avoir acquis, en fait, la dangerosité de ces produits. Et puis, on a encore des fronts qui sont très violents. Et j'avoue que je ne suis pas encore complètement remise de la votation sur l'initiative biodiversité, où l'échec a été vraiment cuisant. Mais ce n'est pas pour autant qu'on baisse les bras. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est une question difficile, mais je vais aussi choisir les poissons. Alors, je sais pas, on mène une campagne sur les poissons pour rendre visible leur souffrance, mais plutôt sur la question du loisir, donc sur la pêche de loisir qui est très, très, très trop présente en France, puisque c'est la seconde fédération en France après le foot, pour vous dire, en termes de nombre d'adhérents. Donc, ils sont très puissants, ils ont une très bonne image, contrairement aux chasseurs. Et donc, oui, moi, je choisis les poissons parce que c'est vrai que ça a été un peu dit, mais j'estime que c'est les grands oubliés de la cause animale, qu'il y a très, très peu d'associations pour la cause animale qui s'intéressent à la question des poissons. Et puis, pour tout un tas de raisons, ils n'ont pas de corde vocale, on ne les entend pas crier. Ils vivent dans un autre milieu que le nôtre, donc en fait, on ne les côtoie pas. Ils ont une expression faciale qu'on a du mal à déchiffrer, comme par exemple les chiens, les vaches, etc. Et pourtant, ils souffrent. Et comme ça a été dit, il y a encore une poignée de personnes qui sont en train de nous dire tranquillement que les poissons ne souffrent pas, alors que pourtant, il y a un consensus scientifique, il y a des études qui ont été faites. Et en plus, comme ça a été dit aussi, c'est vrai qu'on les compte en tonnes, en quantité, comme des sacs de pommes de terre.
ce qui est vraiment horrible, puisque ce sont des individus à part entière. Et en plus, en termes de nombre, c'est vraiment une des catégories d'animaux qui sont vraiment les plus victimes en fait, de nos pratiques. On pourrait aussi parler des crustacés, mais bon. Mais en tous les cas, les poissons, voilà, nous, ça nous tient beaucoup à cœur. On a vraiment une grande campagne là-dessus. D'ailleurs, vous pourrez voir au fond de la salle nos tracts sur nos différentes batailles. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais parler des poissons aussi. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est super intéressant parce que vous avez toutes les trois choisi des animaux qui qui touchent moins les personnes, ou qui ont tendance à toucher moins les personnes. Nous, on le voit aussi avec notre pétition. En fait, en réalité, c'est 4 sous-pétitions. Donc, elles fonctionnent de manière indépendante. Et on voit que la pétition pour les pigeons, c'est celle qui marche le mieux. Ensuite, il y a les rats. Et après, les poissons et les abeilles. Et donc, on voit que même pour des personnes qui s'intéressent à la cause animale, on fait une hiérarchisation entre les animaux. Et ce n'est pas du tout pour pointer du doigt qui que ce soit, mais c'est des biais qu'on a aussi et qui montrent à quel point en fait, ces biais sont présents dans la société et sont ancrés finalement au fond de nous. J'aimerais vous poser la première question, enfin la deuxième, Amandine. C'est du coup par rapport à Paz. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur cette organisation et pourquoi vous vous intéressez aux animaux auxquels vous vous intéressez, c'est-à-dire notamment les animaux liminaires, mais aussi de loisirs, etc. Alors, donc, notre association a été créée en 2017. Donc, on défend les intérêts des animaux partout en France. On est devenu une association nationale, puisqu'avant, on était vraiment centré sur Paris. Et donc, on a vraiment une stratégie politique, c'est-à-dire qu'on va voir les élus à l'échelle locale ou nationale pour leur demander d'agir concrètement pour les animaux et, in fine, d'avoir des lois qui protègent réellement les animaux. Et donc, on travaille sur 2 grandes thématiques. Donc, il y a le grand dossier qui s'appelle « Les animaux ne sont pas des jouets », où il y a toutes les questions liées à la pêche de loisirs, mais aussi la captivité animale, les cirques, les zoos, etc. Le cinéma, l'utilisation des animaux dans le cinéma aussi. Et l'autre, donc, c'est « Cohabitons pacifiquement avec les animaux liminaires », c'est-à-dire tous les animaux qui vivent en ville, en liberté. Donc, évidemment, les pigeons, les rats, on a des grandes campagnes là-dessus pour essayer de pousser les élus à organiser une cohabitation pacifique avec ces animaux. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on estime qu'il y a une habitude, en fait, de tuer les animaux dès lors qu'ils nous dérangent. Donc, comme ça a pu être dit, parce qu'il y a des fientes, parce qu'on estime qu'à un moment donné, ils sont trop nombreux, parce qu'on estime qu'à un moment donné, ils sont sales, parce qu'ils roucoulent trop. Enfin bon. Et donc, il y a un arsenal de méthodes létales ultra-violentes, en fait, qui sont mises en place. Donc, il y a les anticoagulants qui ont été évoqués, donc, qui provoquent des hémorragies internes chez les animaux. Il y a les pièges à colle aussi. On mène une campagne, nous, pour interdire les pièges à colle en France, qui sont ces pièges qui sont déposés et que n'importe quel animal qui passe par là, donc les rats, les souris, mais aussi d'autres, sont collés et donc peuvent s'arracher les membres pendant des heures et des heures avant de mourir. Et donc, nous, on est là pour dire, en fait, tous ces animaux-là souffrent. Est-ce qu'on pourrait se poser la question de comment faire autrement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est envoyé des humains dans l'espace et finalement, on refuse de se poser la question. En fait, c'est une question qui est politique. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas, il n'y a pas de solution technique. C'est qu'on refuse de se poser la question. Comment on pourrait faire autrement ? Voilà, et par exemple, nous, on pose la question des méthodes contraceptives. On sait très bien quand même gérer la contraception des mammifères, mais aussi des oiseaux. Il y a des méthodes qui existent, mais elles ne sont pas mises en place. Et dès qu'on demande à des villes de le faire, souvent on nous dit « Ah, mais ça coûte de l'argent ». Nous, on leur dit, oui, mais de gazer les pigeons, de les capturer, ça coûte aussi de l'argent, en fait. Et bien souvent, il y a de l'argent public pour tuer les animaux. Mais quand on propose des solutions pour organiser une cohabitation pacifique, comme les pigeonniers contraceptifs, comme le maïs contraceptif, voilà, ça freine un peu. Mais donc, nous, on a travaillé, donc, on a fait un grand état des lieux en France sur 250 villes. 250 plus grandes villes. On a demandé aux mairies, puisque c'est un droit, d'avoir les documents administratifs relatifs à la gestion des pigeons. Donc les contrats, les factures. Et donc, on a découvert qu'il y avait une ville sur 2 qui tuait les pigeons.
donc souvent par capture suivie de gazage au CO2, qui est totalement légal, hein, mais qui est évidemment cruel, et une ville sur 2 qui n'en tuait pas. Et donc, on a révélé ça au grand public, parce qu'évidemment, c'est fait dans la plus grande opacité, avec l'argent public. Et grâce à notre campagne, il y a aujourd'hui une quinzaine de villes, de grandes villes, hein, qui ont arrêté de les tuer. Et donc, voilà, ça commence un peu à bouger, sachant qu'évidemment, notre objectif, c'est qu'il y ait une loi qui interdise, hein, toutes les méthodes létales visant les pigeons. Et là, dans un mois, en fait, on va organiser un colloque à l'Assemblée nationale avec des députés sur les animaux liminaires. Donc, en fait, cette bataille, ça a été un peu dit, mais elle est à la fois culturelle, d'arriver à changer le regard, et à la fois elle est politique, pour vraiment mettre un terme à ces méthodes qui sont extrêmement violentes. Mais je pense que dès lors qu'on en parle, en fait, ça choque. C'est-à-dire que nous, quand on fait des manifestations dans la rue, il y a des personnes qui nous disent « moi, j'aime pas trop les pigeons ». Mais je ne veux pas non plus qu'ils soient gazés. Vous voyez, donc il y a quand même une marge entre les deux. Et donc l'idée, c'est de dire que la question n'est pas est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas, c'est quelle méthode on utilise, quel choix on fait pour arriver à cohabiter, c'est-à-dire que sans que nous, humains, on soit dérangés et sans que les animaux souffrent dans d'atroces souffrances. Donc voilà, c'est un peu la bataille qu'on mène. Merci. C'est vrai que c'est vraiment ce terme de cohabitation que je trouve super intéressant, parce qu'au final, c'est des animaux qui sont là, qui sont parmi nous, qui sont pour les pigeons parmi nous aussi par notre responsabilité. Donc c'est clair qu'il y a une responsabilité aussi de notre côté de, en tout cas, pas les faire souffrir, d'éviter vraiment toute souffrance et au mieux d'augmenter leur bien-être ou de contribuer à leur bien-être. Vous avez parlé un peu des succès que vous avez... Dans votre activisme, vous avez des succès. Et je voulais vous demander... Comment, c'est d'un intérêt tout à fait personnel, comment ça se fait que vous avez ces succès avec les politiques et d'après vous, qu'est-ce qui fait ces succès? Oui, alors sur notre site, on a une rubrique qui nous tient beaucoup à cœur, c'est Avancer. Donc vous avez zoopolis.fr/avancer. Donc on liste les victoires qu'on arrive à arracher. C'est dur à expliquer, c'est jamais facile, mais on lâche pas en fait, on insiste et on réitère. Mais en gros, on essaye d'utiliser tous les outils disponibles dans une démocratie pour faire émerger un sujet. Et je pense que ce qui fait beaucoup la différence, c'est quand les médias relaient nos demandes, et ça fait un peu pression sur les politiques et ça les pousse à agir, on va dire. Mais en tous les cas, voilà, on essaye de faire tout ce qu'on peut faire, donc des manifestations, des pétitions. L'outil des documents administratifs est très important, hein, parce que quand on dit, par exemple, telle mairie commande des bouteilles de CO2 pour gazer les pigeons, tout de suite, ça choque, en fait. Et nous, on a pu avoir des échanges avec des maires qui n'étaient même pas au courant, parce que c'est les services qui avaient l'habitude de le faire depuis des années. Donc en fait, nous, on essaye de bousculer un peu cette habitude qu'il y a et de dire que c'est plus acceptable en fait de faire ce qu'on fait subir aux animaux. Mais en tout cas, on essaye vraiment de cibler précisément et d'avoir des demandes qui sont extrêmement concrètes et ciblées. Et après, on essaye de ne pas lâcher jusqu'à la victoire, voilà. Mais bon, c'est pas toujours évident, et il y a encore beaucoup de choses qu'on doit arriver à gagner. Et le plus dur, c'est d'avoir une loi quand même. C'est quand même le plus dur. Donc, on a réussi à avoir des villes qui arrêtent de tuer, mais là, on essaye de tout faire pour qu'il y ait une loi qui soit déposée au Parlement. Et ça reste compliqué parce qu'il y a vraiment un décalage très, très profond entre... les élus et les attentes de la population sur la condition animale, en tout cas en France. Et donc, des fois, au niveau national, ça bloque. Mais là, on a eu, par exemple, une réponse écrite du ministère, du gouvernement, qui a dit que les méthodes létales visant les pigeons ne sont pas efficaces. Donc, en fait, on se dit, c'est pas efficace, c'est cruel, mais pourquoi c'est autorisé? Donc, on va essayer de rappeler cette question-là et de la poser. Mais ça montre, en fait, que quand on a un gouvernement qui nous dit, c'est pas efficace et que c'est légal, ça montre en fait le peu de considération que les institutions ont pour la condition animale. Donc voilà, mais je dirais qu'il faut persévérer. Voilà. Merci, on note. Delphine, du coup, vous êtes de l'autre côté. On parle d'élus, on parle de parlement, on parle de gouvernement. Ça m'intéresserait d'avoir votre perception de la chose. Comment est-ce que les animaux sont considérés au sein du Parlement? Et voilà, déjà la première question, c'est ça.
Alors, c'est vrai que c'est difficile de parler d'une seule voix quand on parle d'élus, et c'est souvent faux de parler du politique, parce qu'il y a des politiques et il y a des politiciennes, des politiciens de bords différents, avec des combats différents, et puis des minorités et des majorités. Et c'est vrai que sur la question de la cause animale, eh bien, nous sommes très minoritaires. Moi, je me bats évidemment pour cette cause-là, parce que j'estime que c'est le monde du vivant. Et pour moi, c'est probablement la meilleure manière d'aborder la question animale, mais de manière générale, la question humaine aussi, et ça fait aussi un écho aux droits humains de manière générale, c'est au fond le respect du vivant. Et à partir du moment où on respectera le vivant, ça veut dire aussi la nature, et ça veut dire aussi les habitats des animaux, eh bien, on arrivera à quelque chose. Mais c'est vrai que ce respect du vivant, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'est pas au cœur des préoccupations du Parlement. On a un Parlement qui s'est, depuis une année, qui a basculé vraiment particulièrement à droite, avec des positions particulièrement populistes. Et il est certain que la question du bien-être animal est souvent le dernier sujet qui est abordé, surtout quand on a des crises en Europe, avec la guerre en Ukraine, avec les conflits multiples au niveau international, des risques sur la question de l'électricité, enfin tous ces sujets qui sont des sujets importants évidemment, des sujets sur lesquels d'ailleurs on peut avoir des réponses très concrètes et finalement peut-être pas si compliquées que ça, si on décidait de donner les bonnes réponses, mais ça occupe le terrain de manière à ce que d'autres thématiques, de manière générale, celle du climat en tête, mais avec elle, toute la question du vivant passe vraiment en sorte des priorités. Et ça, c'est une des grandes difficultés. Et finalement, quand on parle d'animal, c'est qu'on parle d'agriculture. Et ça, c'est pour moi l'enjeu, il est vraiment là. C'est comment réussir au fond à maintenir la présence animale dans le Parlement, en prenant avec le milieu agricole, parce que celui-là, en fait, on doit vraiment... D'abord, je suis convaincue qu'on peut travailler avec le milieu agricole, peut-être pas tous les milieux, en tout cas, on pourra difficilement travailler avec le lobby agricole, parce que c'est lui qui est problématique. C'est pas la question des paysannes et des paysans, mais c'est vraiment le lobby lui-même qui joue un sale rôle. D'ailleurs, on parle souvent du 8e conseiller fédéral, c'est le lobby agricole, sur les 7 qui sont aujourd'hui en place. Donc, la grande difficulté, elle est là, et c'est là qu'on a je pense que le fait qu'on n'arrive pas à mettre sur la table la question du bien-être animal, c'est qu'on est souvent pris de court par ces majorités paysannes en fait, qui votent souvent d'un bloc avec une décision souvent du lobby. Et je pense que c'est là qu'on doit travailler davantage. Moi, je suis convaincue qu'on peut réussir à faire des ponts. Je parlais du pont de l'abeille qui joue ce rôle, mais d'autres aussi pourraient. Et puis, c'est vrai qu'on doit trouver en fait des espaces communs sur lesquels travailler. Et c'est vrai que la question du bien-être, moi j'ai espéré dans le cadre de l'initiative sur l'élevage intensif j'ai bien pensé que ça serait dur de la gagner parce que des initiatives, il faut la double majorité du peuple et des cantons, c'est très dur, on les manque presque toutes. En fait, on en a gagné une sur les soins infirmiers parce qu'il y avait en l'occurrence le Covid qui était dans l'air, mais de manière générale, les initiatives, c'est extrêmement difficile, elles servent souvent à faire des contre-projets. Malheureusement, sur l'élevage intensif, il n'y a pas eu de travail là-dessus, ce qui est très très dommageable. Après, ça a été un magnifique débat, ça a été une belle campagne. Moi, j'ai beaucoup aimé cette campagne. Elle était beaucoup moins violente que les campagnes sur les initiatives sur les pesticides, qui celles-là ont été d'une violence inouïe. Avec des menaces de mort d'ailleurs, pour toutes les personnes qui s'opposaient en fait qui se levaient contre les pesticides. Ça a été très très violent. Sur l'élevage intensif, ça a été moins violent, mais ça a été vraiment l'occasion de thématiser. C'est vrai que les outils, vous parliez des outils démocratiques, de lever tous les outils. On en a beaucoup des outils en Suisse, évidemment. Et puis cette démocratie directe nous permet justement d'avoir des initiatives de manière très régulière, d'avoir régulièrement des votes aussi au niveau du Parlement ou des référendums. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le chemin reste très long parce qu'on estime aujourd'hui que ce n'est pas la priorité. Et si on ne comprend pas aujourd'hui que le vivant, c'est la priorité et que si on ne protège pas le vivant, on n'aura pas d'avenir, on va droit dans le mur. Mais faire comprendre ça aujourd'hui à une majorité sourde,
et populiste, c'est extrêmement difficile. Après, moi, je garde espoir parce que je suis persuadée qu'il n'y a pas que la politique ou que les politiques, mais qu'on a besoin absolument, évidemment, du terrain, des activistes, naturellement, des associations, des citoyens. Enfin, il faut activer tous les leviers. Et puis, le débat populaire, il est essentiel. C'est pour ça que chaque initiative, même si on les perd, elles permettent vraiment, sur l'élevage intensif, quand on explique simplement qu'une poule qui vit sur une page A4, que ça ne va pas du tout, les gens le comprennent. Et puis vous le disiez aussi sur les pigeons. C'est vrai que les pigeons, voilà, ils peuvent peut-être déranger, mais alors de là à quand même leur faire subir une mort lente, quand même, il ne faut pas exagérer. Et je pense qu'on peut vraiment de thématiser et d'utiliser aussi les médias pour en faire un vrai débat populaire. C'est quelque chose d'essentiel. Bon, je vais quand même dire quelque chose. Disons qu'en vous écoutant, j'ai l'impression de... Je suis l'observatrice qui vous écoute. Et je me disais, c'est un peu comme ça que je commençais le cours, mais comment ça se fait que le regard des sociétés occidentales a à ce point évolué sur les animaux ? Parce que même si... Bon, je vais essayer de vraiment pas exprimer mon avis, mais même si... Enfin, personnel, j'entends. Même si vous déplorez la situation de souffrance animale, etc., du point de vue de l'arène politique ou de l'arène associative, il y a quand même des progrès qui ont été réalisés et notre société a quand même porte un regard extrêmement différent sur les animaux qu'elle pouvait porter il y a un siècle ou 2 siècles probablement. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous intrigue, nous, en sciences sociales, comment ce regard a évolué quand même. Mais moi je trouve que de ce point de vue-là, il y a beaucoup de progrès. Il y a aussi beaucoup d'historiens qui travaillent sur ces sujets. Alors, il est vrai que quand même, on peut dire... Personnellement, dans les cours, j'aborde pas la question sous l'angle de la souffrance animale, pas forcément. C'est un constat. Vous avez vraiment mis en avant la question animale. De la souffrance animale, on peut aussi analyser le sujet sous l'angle des cohabitations qu'on peut créer avec les animaux, des relations qu'on peut créer avec les animaux, etc. Alors, par exemple, l'animal liminaire m'intrigue particulièrement, puisque je viens de l'anthropologie et que l'anthropologie s'est beaucoup penchée sur ces sujets classiques qui sont la domestication ou l'animal sauvage. Si on étudie les anthropologues, nos ancêtres anthropologues d'il y a 100 ans à peu près, qui allaient travailler, enquêter, analyser les sociétés autres, se retrouver dans des sociétés pastorales, par exemple, ou se retrouver en Amazonie, donc se trouver à analyser des sociétés qui étaient en contact très étroit avec les animaux. Et la restitution que ces anthropologues faisaient de ces sociétés montrait bien la centralité des animaux pour ces sociétés, mais continuait à poser les animaux un peu comme s'ils avaient une fonction d'entourage pour ces sociétés. Ne leur donnait pas finalement une place centrale qu'ils tenaient probablement pour les sociétés analysées. Donc là, on voit un regard porté sur des sociétés pastorales, agricoles ou peut-être même dans les montagnes suisses, etc., qui analysaient les relations entre humains et animaux, mais toujours en posant les animaux en arrière-fond, si vous voulez. Et ça, c'est une façon d'aborder le sujet du rapport à l'animal. Le regard des anthropologues a évolué, peut-être sous l'impulsion des approches militantes, entre autres, aussi sous l'évolution, le progrès des sciences comme l'éthologie, etc. Et maintenant, les anthropologues vont beaucoup plus mettre en avant les relations que les humains entretiennent avec les non-humains en montrant des relations d'empathie, etc., etc. Donc, je dirais que pour nous, pour moi en tout cas, c'est toujours assez étonnant d'entendre systématiquement mettre en avant la question de la souffrance et uniquement de la souffrance, je dirais. Donc là, je suis un petit peu en décalage, mais je pense que c'est de cette manière en tout cas, les associations militantes de la cause animale ont porté la question, et elles ont probablement raison de le faire. Parfois, je me demande si ce n'est pas un petit peu limité que de l'aborder que sous cet angle. L'animal liminaire m'intéresse particulièrement parce que venant de l'anthropologie et ayant l'habitude de lire des textes qui finalement montrent soit des sociétés humaines qui travaillent avec des animaux domestiques ou domestiqués, ou une mise en relation avec des animaux sauvages, si vous voulez,
ce pan énorme du monde animal qui vit en ville a été complètement passé sous silence. Et on n'en parle pas. Alors, s'il y a un animal invisible, finalement, qu'on pourrait mettre en avant, c'est bien cet animal liminaire. Ce n'est pas une catégorie qu'on utilise. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui portent cette notion. Je pense que alors là, ça pourrait être très intéressant, d'abord pour nous, pour sortir de cet habituel clivage domestique-sauvage. Alors, il y a plein de discussions sur cette mise en relation entre domestique et sauvage. Une des façons de pouvoir sortir de cette éternelle et sempiternelle mise en relation domestique-sauvage serait de travailler sur ces animaux liminaires qui peuplent nos villes, qui sont là, qui sont très présents. Voilà, ça c'est un peu la première réaction que je... Il faut que je réponde. Oui, alors la notion d'animal liminaire, en fait, donc déjà, premièrement, on ne l'a pas inventée, elle vient de l'ouvrage Zoopolis, écrit par Sue Donaldson et Will Kliminka, qui s'appelle Une théorie politique des droits des animaux, qui est un ouvrage pour nous fondateurs, et c'est pour ça que notre association reprend ce terme de Zoopolis, parce que c'est un ouvrage qui jette les bases de ce que pourrait être une société post-abattoir, post-exploitation animale. Et en effet, cet ouvrage qui casse le système binaire domestique-sauvage dans lequel est le droit en France, mais je pense partout. Et donc, en effet, les animaux liminaires, en fait, ils viennent un peu troubler cette dualité. Et c'est aussi que la ville a été construite dans le fait d'exclure la nature, en fait. Et que donc, pour certains, de voir des animaux en ville, ce n'est pas normal, alors que nous, on estime évidemment qu'ils sont légitimes à y vivre et que du coup, on n'a pas le droit, en fait, de les faire souffrir. Alors, je voudrais répondre sur le fait que on est un peu focalisé sur la souffrance. Alors, je pense qu'en effet, au fil des décennies, il y a une prise de conscience sur la condition animale et qu'il y a de plus de personnes qui sont sensibles à la condition animale. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les pratiques. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant tué, exploité, mis en cage, fait souffrir d'animaux qu'aujourd'hui, en fait. Donc la souffrance animale, elle est énorme. Alors c'est vrai, on a réussi à décrocher des lois. Alors je vais surtout parler pour la France, parce que je ne connais pas trop ce qui se passe. En tout cas, pour nous, c'est plus un modèle, la Suisse. Mais en tout cas, par exemple, sur les cirques avec animaux, nous, ça a été interdit. Il y a une loi qui a été adoptée en 2021. Mais c'est vrai qu'en termes de nombre d'individus, la souffrance animale, en fait, elle est totalement légal, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, on a le droit de vie ou de mort sur les animaux. Ils n'ont quasiment aucune protection. Et le peu de lois qui existent, donc par exemple en France, il y a acte de cruauté et sévices graves sur les animaux domestiques ou placés en captivité. Et nous, quand on a des preuves, quand on saisit le tribunal, il y a un rappel à la loi, il y a une amende, etc. Donc en fait, il y a très peu de lois, elles sont quasiment pas appliquées. Et donc je pense, et pourquoi on met en avant cette idée de souffrance animale? Parce que pour moi, c'est le cœur du sujet. Et ce qui m'intéresse, quand on dit il faut regarder la relation qu'on a avec les animaux, oui, mais quelle relation on a aujourd'hui avec les animaux? Aujourd'hui, on est dans un système massif d'exploitation où en fait, on se fait de l'argent sur les animaux, où ils sont à notre disposition en fait, donc pour les manger, pour le loisir, pour le divertissement, pour plein de choses en fait. Et là, par exemple, en ville, ils nous dérangent, donc on les tue, etc. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment central de parler de la souffrance. Et d'ailleurs, c'est aussi le nom de l'association Sentience, de dire que c'est vraiment ce qu'on partage avec les animaux non humains, c'est cette capacité à souffrir. Et c'est ça qui fait qu'on se bat, en fait. C'est parce que c'est pas des cailloux, en fait. Je veux dire, ils souffrent, ils ont une vie qui leur importe, ils ont une perception subjective de la vie, ils ont des personnalités différentes, etc. etc. Donc, voilà. Oui, peut-être pour compléter un peu, j'ai un double rôle de modératrice et évidemment aussi en tant que membre de Sentience, mais pour moi, il y a aussi un grand enjeu quand on parle d'empathie, de pouvoir se mettre à la place d'eux, chose que, selon moi, on fait vraiment pas assez avec les animaux, les animaux non humains. Et la souffrance, c'est quand même quelque chose qui est très intuitif, que tout le monde peut s'imaginer. Et je trouve que c'est très vecteur de... comment dire ça, ouais, c'est très porteur. Après, c'est clair que c'est différentes associations, différentes stratégies, et je trouve que c'est aussi important de souligner la complémentarité de toutes les approches qui sont finalement nécessaires pour arriver à un changement systémique au final. C'est quand même, oui, il y a une complémentarité quand même qui est très importante à ce niveau-là. Je voulais te
te poser encore une question pour rebondir un peu sur la question de l'évolution du rapport sociétal aux animaux et aussi de l'évolution des associations de défense des animaux. Est-ce que vous pourriez un peu parler de l'évolution dans les revendications peut-être au fil de l'histoire? Oui, mais bon, j'ai toujours l'impression que les milieux militants connaissent mieux la réponse que nous, hein. Bon, il a été beaucoup question de la question du bien-être animal, hein. Je crois que ça a été... si on prend j'ai dit avant que les associations formellement organisées en tant qu'associations émergent autour des thématiques de protection de l'environnement et des animaux dès le 19e siècle, même s'il y a déjà eu des débats auparavant retracés par des historiens que je lis un peu, mais là je ne connais pas très bien l'histoire, mais même sous la Révolution française, il y avait déjà des débats au 19e siècle sur la manière dont on traitait par exemple les animaux qui travaillaient. Puisque c'est aussi un champ qui est en train d'émerger, hein, histoire de l'environnement, histoire animale. On voit des historiens qui travaillent sur les animaux dans le travail, justement. Et il y a déjà des lois, des règlements, etc., qui sont passés pour préserver ces animaux-là. Alors, pour les associations, je dirais que c'est le 19e siècle. J'essaie de faire un historique pour les associations de défense de l'environnement. Et dans ces associations de défense de l'environnement, il y a très rapidement les associations de protection des oiseaux qui émergent pour différentes raisons. Je crois qu'on se rend assez vite compte que les oiseaux risquent d'être exterminés pour un tas de raisons, de mode, d'extermination des habitats, de surchasse, etc. Ou peut-être parce qu'on s'identifie mieux à ces oiseaux. Je n'ai pas les noms en tête et les dates, j'oublie toujours tout, mais il y a énormément de sociétés de protection des oiseaux qui se mettent à apparaître. Bon, je me focalise de nouveau toujours sur les associations de défense de l'environnement plus généralistes. On a quand même les grandes organisations comme Greenpeace, comme 1970 à Vancouver, le WWF qui émerge dans les années 60. En Suisse, on a la grande organisation qui s'appelle ProNatura qui apparaît, elle, plutôt, il faut que je me souvienne, je ne sais plus, au début du XXe siècle. Elles ont toutes pour objet la protection animale, en partie, hein. C'est toujours, dans mon esprit, c'est toujours couplé avec des formes de protection de l'environnement, réserve, parc naturel, avec les problèmes que ça peut poser, hein, puisqu'on a vu, on connaît aussi l'histoire des parcs qui ont fait, par exemple aux États-Unis, déporter des populations autochtones qui ne prennent pas en compte les habitants locaux qui y vivent. Bon. Par la suite, mon Dieu, pour la cause animale elle-même, j'ai l'impression... Alors, il y a les mouvements que j'appelle ALF et ELF, enfin pas toutes seules, Animal Liberation Front et Earth Liberation Front, les mouvements radicaux. Là, c'est les années 70 et 80 aux États-Unis, avec peut-être l'emblématique Sea Shepherd pour les mouvements de la cause animale. Et puis voilà, donc là c'est des mouvements qui vont entrer dans des registres auparavant c'était des mouvements plutôt qui faisaient du lobbying auprès des politiques, qui faisaient passer des lois, qui comme vous intervenez pour modifier toutes sortes de règlements, etc. Dès les années 70, on a quand même des mouvements beaucoup plus radicaux, mais c'est peut-être une tendance générale, qui vont avoir des formes de passage à l'acte, par des formes de sabotage, etc. Alors on les connaît bien, ces mouvements, puisqu'ils sont... petits mais actifs, un peu moins, je dirais, en Suisse depuis la Covid. C'est des mouvements qui ont des moyens d'action considérés comme radicaux, qui vont par exemple faire des actions de dévoilement, hein, pour citer un sociologue, c'est-à-dire entrer dans des fermes pour montrer ce qui s'y passe, filmer, donc être systématiquement contre la loi. Qui vont casser peut-être des vitrines de bouchers et autres, qui vont faire des manifestations assez spectaculaires. Je pense à Pétain notamment, contre la fourrure, etc. Donc c'est des mouvements qui ont vite été assimilés aussi à des mouvements, disons, radicaux,
qui sortent des cadres, des règlements ordinaires de la loi. Avec des va-et-vient, pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de reflux, que ça a été les mouvements pour le climat qui ont pris un peu le dessus. On parlait avant du militant qui se colle la main sur le goudron. C'est pour les thématiques climatiques. Les mouvements de la cause animale me donnent l'impression d'être plus rentrés dans des cadres un peu légaux, un peu comme vos organisations. On les voit moins actuellement, mais je vois que vous êtes très actifs parce que vous êtes en train de porter des nouvelles thématiques qui n'étaient peut-être pas portées auparavant. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme une petite jachère, mais c'est mon impression d'observatrice un peu isolée là, avec une reprise autour de la thématique du vivant, vous l'avez mentionné, qui apparaît très fortement partout, y compris dans les travaux d'anthropologues, aussi tout le militantisme pour le climat, je pense aux ZAD, je pense au soulèvement des terres, etc., qui sont aussi vraiment très fortement en train de mettre en avant la thématique du vivant. Alors peut-être on ne parle plus d'animaux, mais de vivant à un sens beaucoup plus large. Et c'est en train de revenir en avant, même si nos votations ne marchent pas comme certains le voudraient. Et voilà, donc je trouve que c'est une cause qui est très présente, la cause animale, mais qui est en train peut-être de prendre d'autres tournures actuellement. Je vois que le temps passe. J'ai peut-être pour une dernière question, c'est, avant d'ouvrir après aux questions du public et aux inputs du public, c'est la question du coup de l'animal politique. Quelles sont selon vous les priorités qu'il y aurait en fait en termes de politique à mettre en place pour nos animaux invisibles ou bien pour les animaux de manière générale? Je m'adresse plutôt à vous deux, mais bien sûr la discussion est ouverte. Donc qu'est-ce que vous voyez comme priorité, et peut-être la deuxième question de qu'est-ce que vous voyez comme faisable? C'est peut-être pas la même réponse. Donc, à propos des 4 animaux évoqués ou de manière générale sur la question de la protection. Ce qui vous inspire le plus? Moi, j'ai assez l'impression que si on arrive à faire du vivant une thématique prioritaire, les choses vont découler naturellement. Et c'est pour ça que je pense que c'est assez juste de parler du vivant au sens large. D'ailleurs, ça reprend, je trouve, en partie ces différentes ONG. En fait, vous évoquiez ProNatura, je suis membre du comité de ProNatura Suisse. Et puis, je vois bien que la question animale, elle est tout le temps sur la table, en fait. Et quand on parle des fleurs, en fait, on parle des abeilles. Et quand on parle des hauts marais, on parle des animaux qui se trouvent dans ces espaces naturels protégés. Donc, il y a cette tendance aujourd'hui à parler plus largement, et je pense que c'est probablement une manière de nous englober également avec. Et c'est aussi la protection du vivant, parce qu'au fond, même si c'est juste de dire qu'il y a probablement eu des évolutions, mais en même temps, le vivant n'a jamais été aussi menacé qu'aujourd'hui. Et ça, on peut vraiment le dire, l'humain en tant que tel, les animaux en général, la nature aujourd'hui est menacée, et les politiques qui sont en place aujourd'hui ne sont de loin pas suffisante. On le voit aujourd'hui à la COP29 à Bakou, où aucune décision n'est prise et on est absolument en deçà des enjeux climatiques et de protection de la biodiversité, c'est-à-dire de protection de la vie. Et cette vie-là, au fond, c'est celle qu'on doit réussir aujourd'hui à capter d'une certaine manière pour la protéger au mieux. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un peu des grandes phrases. Mais c'est vrai que concrètement, moi, je dirais que c'est la protection de la nature qui devrait vraiment venir en renfort, de dire, au fond, c'est l'habitat. C'est la maison de ces animaux qu'on doit réussir à protéger, c'est la nourriture de ces animaux, et donc c'est une protection accrue de la nature, c'est continuer le travail sur la question des pesticides qui est essentiel. Et puis ensuite, sur la question de la pratique, et c'est vrai au niveau plus urbain, parce que c'est vrai que c'est peut-être là aussi qu'il y a le plus de monde qui habite, et c'est peut-être là qu'il y a le plus d'avis, au fond, qui circulent. Parce qu'il y a des gens aussi, et puis les gens sont directement touchés, les pigeons, les rats. Et là, je pense que les arguments autour de ce que ça coûte, en fait, et c'est vrai que les exemples que vous citiez, ces maires qui ne sont même pas au courant, au fond, des pratiques ancestrales, au fond, qui se répètent année après année, et qui coûtent, en fait, qui coûtent à la collectivité. Et puis, au fond, c'est ce qu'on se rend compte très souvent, c'est que des pratiques éco-compatibles sont souvent beaucoup moins chères pour la santé publique, moins chères pour la prospérité, et qui accompagne la prospérité d'une certaine manière aussi de notre pays. Et je pense que d'arriver aussi sur la question de finalement de travailler sur des techniques de contraception par exemple ou de nichoirs pour
pour les pigeons, eh bien, non seulement ça protège aussi le bien-être animal, mais à côté de ça, ça permet aussi, de manière aussi moins onéreuse, à la fois de réduire les populations tout en les protégeant. Et ça, je pense que d'avoir au fond cette logique de l'efficacité, de l'efficience. Et ça, moi, je sais que je l'utilise aussi beaucoup sur d'autres thématiques, comme celle des transports, par exemple, où aujourd'hui, se déplacer encore avec des voitures qui pèsent 2 tonnes pour déplacer une personne, alors qu'on a bientôt une Suisse à 9 millions d'habitants. Alors, on peut parler évidemment de la question de la pollution, de l'impact climatique qui est essentiel, mais il y a aussi la question de l'efficience. Comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui réfléchir de cette manière-là? Et j'ai l'impression que l'angle de l'efficacité, on en parle maintenant de plus en plus sur l'énergie, sur la question aussi, la lutte contre le gaspillage alimentaire, en fait, d'être beaucoup plus efficace en fait, dans nos pratiques. Et ça pourrait aussi amener, même si on doit rester sur l'éthique, sur le fond de la question, je pense que c'est peut-être comme ça aussi qu'on arrivera en disant mais finalement c'est beaucoup plus pratique de faire ça comme ça. C'est non seulement plus respectueux, mais c'est aussi plus efficace, c'est moins cher. Et puis ça rapporte en fait aussi, on le voit, si je refais encore une petite parenthèse sur la mobilité, le vélo ou la mobilité active en général, elle ramène de l'argent à la collectivité. Alors que le transport individuel motorisé, lui, coûte des milliards chaque année. On parle de 18, 19, 20 milliards par année à la collectivité en termes de santé publique, de pollution, de sédentarité, enfin, toutes ces questions-là. Donc, je pense que la question efficacité et argent doivent revenir un petit peu au cœur des préoccupations, surtout aujourd'hui, alors que la question du pouvoir d'achat reste un grand sujet d'actualité et qu'on doit réussir finalement à s'embarquer un petit peu avec ces thématiques pour parler de ces autres thèmes qui sont malheureusement un petit peu mis de côté. Alors sur cette question, donc nous à court terme, on pense que c'est vraiment accessible à court terme, donc on souhaite vraiment l'interdiction des méthodes létales visant les animaux liminaires. Et à terme, on souhaite vraiment qu'il y ait un statut juridique sur les animaux liminaires, puisque aujourd'hui, alors aujourd'hui en France, dans les dictionnaires, il n'y a même pas l'adjectif liminaire, donc veut dire propos introductif, et il n'y a même pas l'entrée appliquée aux animaux. Donc déjà, on se bat pour que ça rentre dans le dictionnaire. Mais quand normalement les dictionnaires suivent l'usage et qu'il y a beaucoup de politiques, mais aussi les médias qui reprennent le terme d'animaux liminaires, donc on espère qu'un jour ça va rentrer. Et cette bataille sémantique, elle est très importante pour les rendre visibles, en fait, pour dire qu'ils existent. D'ailleurs, ça reprend le terme de la campagne, les invisibles. Et donc, en effet, on aimerait vraiment qu'il y ait un statut juridique spécifique aux animaux liminaires, c'est-à-dire de reconnaître qu'ils ont le droit et qu'ils ont leur place en ville, en fait. Et j'aime beaucoup dire qu'il faut leur faire de la place, parce qu'en fait, on prend toute la place, en fait, et on ne laisse plus de place aux animaux. Donc, en effet, la question des habitats, pour nous, elle est vraiment très, très importante. Mais je parle aussi des habitats en ville, c'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, à Paris, on a des élus qui sont catastrophés parce qu'il y a une chute énorme des moineaux. Et donc, on est en train de mettre des nichoirs pour les moineaux. Et en parallèle, on a d'autres élus qui vont nous dire qu'il y a trop de pigeons et que là, il faut les tuer. Donc, en fait, on est dans cette absurdité, je trouve, intellectuelle, où on est en train de décider quels animaux sont légitimes, quels animaux ne sont pas légitimes, est-ce qu'ils sont mignons, est-ce qu'ils sont utiles, est-ce qu'ils ne sont pas utiles, est-ce qu'ils sont nuisibles, etc. Et toutes ces questions-là, en fait, c'est toujours centré sur les humains par rapport à nous. Et ça, c'est quelque chose que nous, on essaye de briser, c'est-à-dire qu'on dit que tous les animaux qui sont en ville, ils sont légitimes. Je veux dire, ils sont là, ils sont nés ici, donc ils sont légitimes. On ne va pas exclure tous les animaux. Donc cette question de statut juridique, pour nous, elle est très, très importante. La question des habitats, là, on a réussi, alors c'est symbolique, mais c'est une première étape qui est importante, à sanctuariser. Donc ce terme de sanctuarisation, il nous apparaît très important. Un petit endroit à Paris qui s'appelle la Darse du Rouvray, qui est en fait un bras mort d'un canal, donc aquatique, si vous voulez, où il y a beaucoup de végétation. Et donc là, c'est sanctuarisé. On s'est battu avec la mairie là-dessus, c'est-à-dire que tout doit être pensé pour les animaux liminaires qui y vivent. Donc, il y a des oiseaux aquatiques, mais aussi des poissons, etc. Donc, la pêche, maintenant, est interdite sur ce petit espace. L'accès au public est interdit, puisqu'il y a des villes où il y a tellement une densité tellement importante, en fait, que les animaux n'ont plus de place pour construire leur nid, etc., etc. Et donc, je pense que c'est très important qu'on arrive à avoir des endroits dans les villes qui sont sanctuarisés. Ça veut dire qu'ils sont pensés dans l'intérêt des animaux qui y vivent et qu'on ne soit pas en permanence en train d'intervenir toujours par rapport à nous, en fait, d'un point de vue très centré sur les humains. Et donc, pour essayer de faire monter cette question des animaux liminaires, on a créé donc la Journée mondiale pour la défense des animaux liminaires, donc, qui est au mois de juillet,
parce que c'est la sortie de l'ouvrage Zoopolis. Et donc, vous avez un tract au fond de la salle, si vous voulez, sur cette journée, où on essaye donc de mobiliser de plus en plus d'associations, mais aussi des mairies, enfin, toutes les bonnes volontés, pour que ce jour-là, en fait, on parle des animaux liminaires de manière diverse et variée. Hein. Ça peut être une conférence, ça peut être une manifestation, etc. Mais en tout cas, faire monter cette question-là. Et donc, une dernière idée, c'est que sur la question donc, de la place des animaux, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'animaux qui soit n'ont pas accès à une nourriture adaptée en ville, ou soit qui peuvent être blessés, qui ont des maladies, etc. Et donc, on estime qu'il n'y a pas du tout assez de centres de soins pour ces animaux-là. Il y en a très, très peu, en fait. Et donc, on aimerait qu'à terme, il y ait un centre de soins au moins par département, où les mairies cotisent pour financer ce centre de soins, que ce soit aussi financé par l'argent public, hein, de dire que politiquement, il est juste, en fait, de participer au fait que les animaux qui soient blessés, qui soient soignés, en fait, pour que ces animaux liminaires vivent mieux et souffrent moins. Voilà, quelques pistes. Merci. Donc j'ai une toute dernière question, qui est une question de nouveau un peu plus personnelle. Si vous avez envie de répondre, c'est dans un monde idéal, quelle relation avec les animaux souhaiteriez-vous? Donc à quoi ressemblerait selon vous une société idéale en termes de cohabitation avec les animaux? Vous avez 3 minutes. Globalement, un monde où déjà on cesserait de les exploiter pour nos propres intérêts, donc c'est-à-dire qui seraient libres, où les animaux sauvages auraient vraiment un habitat, en fait, qu'on arrête de détruire, de polluer, etc. Où on aurait et je pense qu'en fait, dès lors qu'on cessera de les exploiter, on aura une relation totalement différente, où je pense aussi qu'il y aura beaucoup d'animaux qui auront beaucoup moins peur de nous, et où on pourra avoir des relations vraiment, en fait, sincères selon les personnalités. Et je pense que n'importe qui a déjà côtoyé 2 chats ou 2 chiens voit les différences de personnalité entre les individus. Et donc, je pense qu'une société débarrassée de l'exploitation animale sera une société où on aura des relations vraiment sincères avec les animaux. Certains qui le voudront, certains qui ne le voudront pas. Mais en tout cas, leur laisser le choix et leur faire de la place. Alors je poursuis. Peut-être de désanctuariser, parce que c'est vrai que si le sanctuaire est essentiel aujourd'hui, parce qu'on a trop peu d'endroits où les animaux sont protégés de manière à part entière, le fait de mettre sous cloche la nature ou des espaces protégés, c'est évidemment des moyens intermédiaires. Mais moi, ce dont je rêve, c'est d'avoir une vie décloisonnée, c'est-à-dire que la nature, qui est beaucoup plus de nature en ville, et par extension, qui est plus de lieux d'habitat. Et quand on parle de la nature, au fond, c'est des habitats. C'est des habitats pour des animaux, ça veut dire une plus grande cohabitation. Et je suis aussi convaincue que plus on cohabitera avec ces animaux, plus on arrivera aussi à les protéger. Et ça, c'est vraiment c'est toute la question de l'éducation à la nature. Plus on connaît, évidemment, mieux on arrive à protéger. Et aujourd'hui, on a des villes de béton qui ont perdu en partie leur âme et leur rapport à la nature. Et je pense que si on ramène davantage de nature en ville ou dans les agglomérations, là où les gens habitent, eh bien, on va aussi justement désanctuariser cet espace de dire là, il y a la nature, là, il y a les animaux, puis là, il y a les humains qui occupent en effet tout l'espace. Eh bien, c'est de ce décloisonnement qui, pour moi, serait une réussite. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit avant. Je pense que l'idée du décloisonnement, c'est certainement, même anthropologiquement, central, finalement, puisque c'est quand même un constat qu'on peut poser sur la société occidentale, cette coupure qu'on a opérée avec les animaux et avec la nature, à des fins d'exploitation. Personnellement, là, j'ai pas vraiment de solution idéale. Je pense que ça va pas être facile de cohabiter avec tous les animaux en ville. Peut-être on va devoir voter pour savoir lesquels sont les plus proches de nous quand même, ou contrairement par rapport à d'autres. Personnellement, ce qui me toucherait quand même, c'est les conditions d'élevage intensif qu'on continue à perpétuer. On a parlé de la pisciculture avant. Je pense que quand même qu'au moins nos règlements liés au bien-être animal et à l'élevage soient appliqués, respectés. Ce serait déjà un pas en avant, parce qu'on a vraiment transformé les animaux en matière, en objets. Et je pense que déjà, s'il y avait une amélioration de ce côté-là, je serais déjà un peu plus contente, je dois dire. La situation est difficile, la situation est déprimante.
la situation politique est déprimante, malheureusement, mais c'est la force du collectif, c'est très sûr. J'ai envie de le souligner aussi parce que c'est ce qui me donne la force à moi, c'est la force du collectif, mais ça prend du temps. Voilà. Je vous remercie infiniment d'être venu. Merci beaucoup.